Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises qui étaient là au début et qui est encore là? Et c'est vrai que quand on y pense, il y a eu un gros tri et il n'y en a pratiquement pas en fait. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit à Bali, à Dubaï, qui sont vraiment dans la crypto, c'est des gars qui surfent sur les narratives. On est passé de 7-8 000 $ le bitcoin à 3 000, donc vraiment 50-60% de baisse. Les gens, je pense, dans le futur, vont utiliser la blockchain même sans le savoir. Il y a 21 millions de bitcoins, donc tu sais qu'il n'y en aura jamais plus, et ce qui fait sa valeur aujourd'hui. Bienvenue à tous dans le 3e épisode de l'Oasis. Nous sommes présents ici même à Paris avec nos amis Evan, Thomas, Pierre. J'espère que vous allez bien encore les Salut, gars. très bien, merci. Super, bon très bien. Sans plus tarder, nous allons commencer le premier thème, donc qui est la crypto-monnaie. Pierre, est-ce que tu peux nous en parler? Tu crois toi à la crypto-monnaie déjà? Moi, je me demande si c'est quelque chose vraiment qui marche et que est-ce que tu peux payer avec la crypto-monnaie? C'est la question que j'entends. Sur le darknet, on dit toujours ça. Ouais, voilà. En plus sur le darknet. Non, mais tu peux vivre avec. Tu peux acheter des choses avec la crypto-monnaie, sérieux, Alex? Je sais pas les gars. Toi, Evan, qu'est-ce que tu as acheté récemment avec la crypto-monnaie? On peut faire plein de belles choses avec la crypto. On peut acheter des apparts à Dubaï, on peut acheter des voitures. On peut investir dans l'immobilier, on peut payer avec une carte Visa Mastercard. On peut même faire des crédits aujourd'hui en crypto avec des plateformes comme Nexo par exemple. En gros, tu mets de la crypto-monnaie disponible sur la plateforme et ils te prêtent 50% de ce que tu as mis. En crypto ou en fiat? Ils te donnent en USDT en fait. Ouais. Ils te donnent en USDT et après tu as un prix de liquidation. Je dis une bêtise, par exemple, tu as prêté 2 Ethereum, ils vont t'en rendre 1. Ton ETH aujourd'hui il est à 1009. Et par exemple, si l'ETH il arrive à 850 ou 900, t'es liquidé et pour se sécuriser, il ferme ta position, tu vois. Ça peut dire qu'il y a plein d'usages. Mais je pense même, parce que là, on dit on peut payer, etc. Mais il y a même plus d'usages que ça en réalité. Après, c'est ce que nous on fait. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'utilise presque pas la blockchain, quoi. À part pour des airdrops ou ce genre de trucs, quoi. Bien sûr. C'est vrai que ça, c'était pour répondre à la question concrète, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que moi je parle de crypto-monnaie, les gens me disent, encore aujourd'hui en 2023, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tu peux faire quelque chose avec? Et c'est vrai que voilà, toi tu parles des apparts à Dubaï, c'est vrai qu'on parle de Emaar, de Damac, c'est les 2 plus gros constructeurs là-bas. On a visité des appartements là-bas. Tu leur fais un virement sur leur wallet, l'appartement est à toi. Il y a ça à Bali, ils prennent la crypto. Ouais. Enfin, plein de pays. Et même en France, je parlais avec Michael tout à l'heure, même en France, tu as quelques agences qui commencent à accepter la crypto-monnaie en paiement aussi. Tu as de plus en plus de pays. Les États-Unis, Miami aussi. Cette histoire de flat tax, par contre. Alors, en France, ouais, sûrement. En France, sûrement. C'est ça l'avantage de l'étranger. Vraiment. Mais oui, par contre, quand on voit même l'adoption, on la voit de plus en plus. Quand on voit que tu peux acheter une Tesla en crypto, bien sûr. Quand on voit même les gros acteurs qui rentrent sur ce marché, que ce soit institutionnel ou les plus grosses fortunes de ce monde, aujourd'hui, voilà, c'est qui est-ce que tu follow? Qu'est-ce que tu follow? Alors, du coup, pour que les gens comprennent un petit peu, parce que c'est cool d'acheter des trucs avec la crypto-monnaie, mais ça sert à quoi en fait? C'est quoi la valeur ajoutée? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter quelque chose avec de la crypto-monnaie? Thomas, cette question est pour toi. Et pas en fiat, en euros ou en dollars. Non, alors cette question, on pourrait facilement se dire, ouais, c'est pour pas payer d'impôts, ce genre de truc. Donc non, on va la faire différemment. Pas là-dessus, mais je veux dire la valeur fondamentale intrinsèque. La valeur fondamentale intrinsèque, c'est de se dire que la blockchain, elle est infalsifiable. Donc la crypto-monnaie, en réalité, elle utilise une technologie donc, qui est la blockchain et qui elle-même est infalsifiable. Et l'idée, on va retirer déjà une idée reçue qui te dit la crypto-monnaie, ça sert pour le dark web, ça sert pour les vendeurs de drogue, etc. Alors ça sert, oui, sans doute, comme le dollar d'ailleurs. Comme le cash. Mais ça sert aussi à une chose de base, c'est pouvoir déjà faire des échanges et surtout pouvoir les faire de manière décentralisée. L'intérêt de la décentralisation, je ne sais pas Evan, si tu veux peut-être l'expliquer avec des mots assez faciles. La décentralisation, en fait, c'est tout simplement, on va dire, supprimer un tiers de confiance comme on peut le connaître aujourd'hui comme des institutions financières, des banques. Voilà. Par exemple, je vais envoyer de l'argent à Thomas, eh bien, je vais faire un virement depuis ma banque vers la sienne et il y a l'intermédiaire qui est la banque. Aujourd'hui, avec la blockchain, on supprime cet intermédiaire tout en ayant justement ce tiers de confiance. Tu as la confiance d'envoyer de l'argent à un utilisateur que tu ne connais pas. Et voilà, chaque transaction est référencée un petit peu comme dans un livre de compte qui est ouverte au public et que tout le monde peut valider. Et derrière, voilà, ça permet justement de faciliter les échanges à l'international, à l'autre bout du monde, tout en ayant justement cette confiance et cette transparence, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de se dire que chaque transaction elle va être authentifiée, validée, et surtout, on ne peut pas revenir en arrière dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus la modifier, on ne peut pas revenir dessus. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution même dans les échanges, dans le commerce. Je dis une bêtise, demain, tu as des pays, notamment en Afrique, qui ont des ressources incroyables, et même en Asie, qui se font finalement piller quelque part. Et je dis une bêtise, demain, tu as des mines d'or qui vont être exploitées. On ne sait pas réellement finalement
où va l'or, combien ça a été acheté, combien ça a été vendu, etc., etc. Et concrètement, la blockchain peut résoudre demain ce problème-là. C'est-à-dire qu'on peut donc clairement écrire, comme le disait Evan sur ce livre de compte, on peut écrire la transaction. La transaction a été faite entre Pierre et Alex, et ça c'est certifié, ça sera pas, on va pas revenir en arrière dessus, et on va savoir que Pierre a envoyé X à Alex et ainsi de suite. Donc le premier intérêt, il est là, et c'est une vraie révolution, comme disait Evan, d'avoir supprimé ce tiers de confiance. Donc le premier intérêt, il est là, et après, les choses évoluent. Je pense qu'on est au tout début de la technologie. On le voit aujourd'hui, on peut mettre des œuvres d'art numériques grâce à la blockchain, on peut mettre des certificats d'authenticité, etc., etc. Mais tout ça pour dire qu'il y a de vraies utilités. C'est vrai que le grand public voit la crypto-monnaie comme un objet spéculatif. Et je pense qu'on est tous d'accord aussi pour dire que Bien sûr. c'est le cas. Et ça va sans doute se calmer aussi avec l'adoption. Je pense que Mm. plus les gens auront de crypto-monnaie, moins il y aura des mouvements violents comme on le connaît avec des plus 30% en une journée et des moins 40 le lendemain. Plus il y en aura, moins on aura ces mouvements-là. Mais c'est vrai que dans je pense, le conscient collectif, c'est la crypto-monnaie, ça sert juste à ça. Alors que pas du tout. Et je ne sais plus lequel de vous disait que de plus en plus d'acteurs se mettent dessus. Et s'ils se mettent dessus, c'est pas seulement pour spéculer, c'est vraiment pour utiliser la technologie à proprement parler. On en parlait tout à l'heure notamment avec ces petites puces, je sais plus comment il appelait ça, mais ces petites puces qui du coup tu peux mettre dans les vêtements par exemple et tu scannes et derrière c'est relié à la blockchain et donc ça permet d'authentifier des chaussures, des sacs, sûr. des marques de luxe, etc. Et tout ça sur la blockchain. Ouais. Donc au-delà de l'utilité d'investir pour faire de l'argent, aujourd'hui tu as des sociétés comme LVMH et un paquet d'autres qui utilisent réellement la blockchain Bien sûr. Notamment les NFT. et les NFT du coup. Et même, tu vois, par pour rapport- parler complètement, et même pour parler d'utilité, il y a même les banques aujourd'hui. On parlait, alors c'est l'actualité, on parlait de Ripple, le XRP. Mm. Le XRP de base, il était là pour accélérer les transactions bancaires notamment. Et je crois que c'est la BNP, mais il y a déjà un long moment qui utilise la technologie, quoi. Donc tout ça pour dire que ça apporte quelque chose en réalité. Mm. Il y a plein de gens qui ne le savent pas, mais parler de la blockchain, c'est comme te dire un site internet, il est propulsé par je dis n'importe quoi les gars, mais un site internet va être propulsé par un navigateur HTML4 machin. On connaît pas ces termes-là, mais c'est la technologie qui est derrière. La blockchain, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens, je pense, dans le futur, vont utiliser la blockchain même sans le savoir en fait. Bien sûr. Sans le savoir, ils sauront qu'il y a une technologie derrière et qui est liée à une crypto-monnaie. Comme aujourd'hui tu utilises internet sans savoir comment ça marche en fait aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et puis tout à l'heure, tu le disais tout à l'heure, toi qui as travaillé chez Apple, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises utilisent la blockchain. Alors même si c'est leur blockchain, c'est vrai qu'en interne, c'est un gain de temps et ça révolutionne un tas de choses, quoi. Bien sûr. Et puis, c'est un super signal, justement, de voir toutes ces grosses boîtes, toutes ces GAFAM qui investissent dans des projets, quoi. Donc, et je pense que c'est des signaux hyper encourageants. Donc, c'est pour ça que s'arrêter à c'est juste un objet spéculatif, c'est trop réducteur. Bien Même sûr. si, je pense que tous les quatre sont d'accord pour le dire, aujourd'hui, c'est l'utilité qu'on en a aujourd'hui. Bien sûr. Concrètement, Et si on parle un petit peu de justement spéculation, aujourd'hui on est en 2023, on parlait tout à l'heure justement avec une personne qui était dans la tech, dans la blockchain, qui développait beaucoup de projets dessus. Il nous disait qu'il voyait, le Bitcoin potentiellement faire un flash crash vers les 7 000 $. Là actuellement il est au 30 et 31 000. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? C'est en dessous des 30 000 d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Ouais. Autant pour moi. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais Qu'est-ce que que t'aimes j'en bien, pense parce que je sais que tu as une vision tu fais beaucoup d'analyse technique aussi. Ouais, bah Qu'est-ce que t'en écoute, penses, toi dernièrement, pas tellement, pour être honnête avec toi, on était très occupés là dernièrement, donc c'est vrai que j'ai pris moins le temps d'être sur les marchés. Alors après, honnêtement, j'ai pas de boule de cristal, savoir si ça va aller à 7K, c'est vrai que ça paraît gros. On a eu des bonnes nouvelles dernièrement là par rapport à BlackRock, la SEC va vraiment regarder pour accepter potentiellement un ETF. Les bonnes nouvelles avec Ripple aussi, qui a gagné son procès. Donc il y a des bonnes nouvelles. Maintenant, je pense que le marché, il y a encore le temps avant qu'on aille vraiment repartir en bull run. Donc je dirais pas qu'il va flash crash pour autant vers les 7K ou autres. Je pense qu'on va avoir une période de consolidation et on verra l'année prochaine en fait. Pour moi, ça reste toujours un bon moment pour accumuler dans ma stratégie, dans ma vision des choses. Et dans 2024, 2025, peut-être 2026 même, hein, comme certaines personnes nous l'ont recommandé. Là, on aura des niveaux intéressants pour revendre. Mais en tout cas, moi, je reste acheteur. Je t'avoue que j'ai pas forcément analysé cette possibilité-là parce que je suis vraiment dans une optique où je gagne du temps, je rachète et voilà. Et c'est vrai que de ce qu'il disait là, il avait quand même une vision et un scénario qui était quand même, je veux dire, c'était pas fou, quoi. C'était Bien assez sûr. plutôt réalisable. Parce que c'est vrai qu'on a vu il y a pas longtemps, il y a de gros acteurs qui sont rentrés comme BlackRock, etc. Ils ont fait leur demande d'ETF. Et c'est vrai que même si ça devient officiel de leur côté, c'est pas pour autant qu'ils sont pas rentrés sur le marché depuis un petit moment.
Bref, que ça soit de manière officielle ou officieuse, ça c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que voilà, BlackRock aujourd'hui, tu investis dans une société, tu as BlackRock qui détient des parts de cette société. Aujourd'hui, c'est pareil, je ne sais pas combien de BTC à combien ils sont exposés. Mais regarde, ils ont racheté MicroStrategy. MicroStrategy, c'est une des entreprises qui détient le plus de Bitcoin. Et c'était ça l'argument. énorme. C'était l'argument, le fait qu'ils disaient qu'ils avaient racheté 40 à 60% de MicroStrategy et que du coup MicroStrategy était rentré sur le Bitcoin à 21 000, en fait c'est ce qu'ils nous expliquaient, et qu'actuellement ils étaient déjà à 50% de bénéfices sur les Bitcoins qu'ils avaient achetés. C'est énorme. Et donc demain ils pouvaient vendre ces bénéfices, et si demain ils vendaient ces bénéfices, le marché pouvait faire un gros crash. Tu Donc, sais qu'il y a une autre raison pour laquelle il pourrait y avoir un crash. Et il y a déjà eu un crash il y a à peu près un mois par rapport à ça. Il faut savoir qu'il y a les États-Unis qui détiennent énormément de Bitcoin. Réserve Suite à des fédérale. saisies, voilà. Non, même pas, c'est pas Ouais, la réserve fédérale. oui, non, c'est vrai, autant pour C'est moi. suite à des saisies. Il C'est faut ça. savoir que mais ça aussi, c'est un sujet, on pourra même y revenir. D'ailleurs, je vais en parler rapidement, après on va revenir sur ça. Mais aujourd'hui, les pays, il n'y a pas encore beaucoup de pays qui se créent des réserves fédérales avec la crypto-monnaie. Et justement, ça serait une opportunité pour avoir des gros booms par rapport à Bien ça sûr. et une vraie adoption. Quand il y aura des réserves, il y a le Salvador, il y a la Centrafrique, mais là où vraiment ça va commencer à exploser, c'est quand justement de plus en plus de pays vont créer des réserves comme ils ont des réserves d'or. En revanche, là, les États-Unis, pour revenir dessus, ils ont donc des saisies. Ils ont saisi, je crois que c'est 300 millions de dollars de Bitcoin. Ils ont bougé récemment d'ailleurs. Et voilà, ils ont même vendu récemment. Mm. Et il y avait eu, alors, pareil, en fait, souvent les gens, quand ils voient ça, ils pensent que le Bitcoin va perdre 30%. À l'époque, ils avaient fait un gros move, hein, et puis le Bitcoin avait perdu peut-être 1 ou 2%, il les a récupérés une heure après, quoi. Donc, mais en tout cas, effectivement, c'est hyper encourageant de voir qu'il y a ces acteurs. Et Alex, tu t'insistais tout à l'heure sur 2024, 2025, voire 2026. On entend souvent ces dates-là ressortir. Pourquoi ces dates-là ? Alors, pourquoi ces dates-là ? Déjà, il y a des faits. C'est que ça reste un marché financier. C'est un marché qui est très jeune, mais quand même, il y a des cycles. Donc, on est dans un cycle baissier après avoir un cycle haussier en 2021. En général, si on regarde un petit peu ce qui se fait, ça dure 2, 3, 4 ans peut-être. Et notamment, il y a un phénomène qui est le halving. Ok. Et le phénomène du halving, en fait, c'est que tous les 4 ans, les récompenses en Bitcoin qui sont données aux mineurs sont divisées par 2. Donc, c'est-à-dire que pour créer du Bitcoin, on a besoin de validateurs, des gens qui sécurisent le réseau pour faire les transactions, d'où le fait d'assurer la blockchain, en fait. Et donc, ces récompenses, elles sont divisées par 2. Donc, il y a un phénomène de rareté qui s'accumule, en fait, qui croît, en fait, qui est croissant sur le Bitcoin. Et donc, forcément, un an après le halving, on a le bull run, en général. Donc, le marché haussier qui démarre. Donc, par exemple, là, on est à quoi ? Dans 10 mois à peu près. Donc, l'année prochaine, c'est le halving. Et à partir de là, on compte dans 1 an et 10 mois peut-être, c'est là où le bull run pourrait commencer. Alors évidemment, c'est subjectif, il n'y a pas de date précise. C'est pas un conseil en investissement, Mais- attention. C'est ça, mais c'est ce qui s'est Et les passé en résultats du 2020. passé sont pas ceux du futur, mais voilà, Exactement. c'est vrai qu'il y a eu, ça s'est passé comme ça. En 2020, on a eu le crash du Covid, donc avec Covid, etc. C'est là où tous les marchés ont chuté, dont le Bitcoin. Hein, je me rappelle, on était en Belgique, à Mons, pour la petite anecdote, je me rappelle. Dans un Airbnb, j'étais devant l'écran et j'ai vu le Bitcoin chuter. Et je pouvais même pas en acheter parce qu'il y avait trop de monde sur les plateformes centralisées pour en Coinbase, acheter. il buguait à chaque Ouais, fois. c'était Ils sont impossible trop d'en forts pour acheter. ça. Ouais, c'était trop impossible. L'Ethereum à $40, le Mm. Bitcoin à $3000, même 2800, je crois. Et impossible d'en acheter. Bref, et je crois que c'était avril 2020, quelque chose comme ça, on a eu le halving. Et donc, bon, personne n'y croyait trop parce qu'à ce moment-là, on venait de perdre vraiment, on était passé de 7-8 000 $ le Bitcoin à 3000, donc vraiment 50-60% de baisse. Et en fait, c'était début 2021, c'était décembre 2020 même, je crois que C'est ça. le bull run a commencé. Ouais. Donc, moins d'1 an après le halving. Donc, moi, dans l'idée, c'est un petit peu ça. Quand on regarde les cycles, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Donc, après, c'est juste être bête et méchant, logique, et puis croire en ça. Mais ça peut être avant, ça peut être après. Moi, je pense plutôt pour ce scénario. Et on n'est pas les seuls, parce qu'en On ayant n'est pas parlé les seuls. On n'est pas avec les un seuls. peu Asher, vous verrez notamment les interviews avec Asher, avec Evan, il y avait Eric Larchevêque. Bon, il donnait pas de conseils en investissement non plus, mais les deux étaient d'accord sur cette vision-là. Et puis, on parlait c'est vrai tous de que- 2024-2025. Pour eux aussi, le prochain bull run, donc pareil, c'est pas un conseil d'investissement, mais pour eux, ça allait être un des Plus bull runs virulents. les plus conséquents, les plus virulents, effectivement, sûr. parce que vu qu'il y a de plus en plus de gros acteurs, d'institutionnels qui rentrent sur le marché, et en plus de ça, que le grand public commence à connaître, commence un petit peu à s'intéresser, à rentrer aussi sur ce marché, selon eux, ça va avoir un impact qui va être encore plus conséquent, et c'est peut-être le plus gros bull run qu'on va connaître. Bien Et je sûr. rajoute une chose, et peut-être et sans doute même le dernier du coup, Et oui. parce que, en tout cas, nous on l'espère qu'il y aura cette adoption, mais c'est vrai que s'il y a cette adoption, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'aura plus de mouvements aussi violents, il y aura toujours des opportunités comme on peut en avoir en bourse ou partout,
mais elles seront peut-être moins nombreuses. Donc là aussi, sans créer de sentiment d'urgence ou de FOMO, bien sûr. Mais on peut penser en tout cas qu'on est dans un momentum là, qui est intéressant pour pouvoir investir. Bah, si on parle chiffres, pour donner un exemple concret, là aujourd'hui le Bitcoin est à moins de 30 000. Demain, pour aller à 100 000, il y a déjà besoin de beaucoup de liquidités qui rentrent sur le marché. Ça fait un beau x3. Maintenant, le Bitcoin qui est à 100 000, pour qu'il passe de 100 000 à 200 000, il y a besoin d'encore plus de liquidités pour qu'il passe de 30 000 à 100 000. Mais pourtant, on n'est plus que sur x2. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus il y aura des prix hauts sur le Bitcoin, demain, pour passer de 200 000 à 400 000, ça sera, je ne vais pas dire mission impossible, mais il y aura de moins en moins de liquidités, de plus en plus de liquidités demandées pour faire des pourcentages de moins en moins élevés, forcément. Donc, en termes mathématiques, tout simplement. Mais après, ce ne sera pas les mêmes acteurs, donc les Bien liquidités sûr. peuvent arriver plus vite. Mais Aussi. bon, après, là, je pense que prochain bullrun, Oui, mais forcément, ça va se stabiliser. on peut passer au-dessus des 100K largement. Oui, je pense. bien sûr. Largement. Bien sûr, bien sûr. Après, à côté de ça, il va y aussi avoir la hype de certaines narratives. C'est pareil, Bien on sûr. en parlait aussi d'ailleurs avec eux. C'est vrai que l'IA, c'est un phénomène de hype, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, ça va aussi fournir un gros changement, même à la blockchain et à son utilité, en fait. Donc il y a des narratifs comme ça où il y aura toujours un petit peu des hypes ou des gros multiplicateurs à aller chercher, notamment sur les alts et sur des thématiques en fait qui peuvent ressortir et qui peuvent exploser, quoi. Donc, altcoin, petit détail, tout ce qui est autre que Bitcoin. Justement d'ailleurs, Evan, comment est-ce que vous les gars, vous analysez un projet, comment vous vous positionnez sur un projet? On parlait tout à l'heure de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est regarder un peu les graphiques, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que l'analyse technique que vous allez regarder, vous, à titre personnel, pour investir? Moi, Comment pour on fait? continuer sur ce que disait Evan, là, je ne vais pas parler de ma stratégie, mais c'est ce que j'ai vu chez les gens qui ont vraiment beaucoup gagné d'argent sur les derniers cycles haussiers. En fait, on parlait de narrative et à chaque fois, ça revient. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit à Bali, à Dubaï, qui sont vraiment dans la crypto, c'est des gars qui surfent sur les narratives. C'est-à-dire quand tu as eu la BSC avec tous les tokens BSC, ils étaient dessus. Quand tu as eu la narrative de l'ETH et tous les tokens ERC20, ils surfaient dessus. Et toutes les narratives, en fait, ils anticipaient les narratives. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut se pencher dans le sujet. Mais en tout cas, moi, personnellement, les personnes que j'ai vraiment rencontrées qui faisaient vraiment de l'argent, c'était des gens qui, soit holdaient depuis très longtemps du Bitcoin, de l'Ethereum, mais ceux qui étaient vraiment actifs, c'était des gens qui suivaient les narratives. Mais ce que je veux dire, est-ce que par exemple, quand vous voyez une crypto, qu'est-ce que vous allez regarder? Je dis, mais si, moi souvent j'ai des gens qui viennent me voir et me disent, ah là, il y a une crypto, elle est à 0,001, je suis sûr que si ça arrive à 1 $, on est riche. La supply déjà. Alors qu'est-ce que c'est du coup? La supply, c'est le nombre de tokens, donc d'unités disponibles de cette crypto. Déjà, il faut regarder si la supply est limitée. Par exemple, on parle du Bitcoin depuis tout à l'heure. Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoin. Donc tu sais qu'il n'y en aura jamais plus et c'est, tout le monde le sait, ce qui fait sa valeur aujourd'hui parce que c'est rare comme l'or, entre guillemets. Donc c'est la même chose pour le Bitcoin. Donc déjà, quand il y a une supply de 1 milliard, où il y en a où il n'y a pas de limite, déjà, c'est un peu un red flag sur une crypto-monnaie. Okay. Et du coup, grâce à ça, ça t'amène à la valorisation de la crypto-monnaie. Et c'est ça qu'il faut regarder. Moi, je me référencie toujours au Bitcoin. Et en fait, comme disait Pierre, avec cette supply, mettons qu'on ait 1 million de jetons qui valent tous 1 euro. On sait que la valeur totale du coup du projet, c'est 1 million. Et du coup, c'est un projet qui n'est pas très valorisé et on sait que potentiellement, il y a de grosses proportions de chances que ça aille plus haut. Et moi, du coup, je compare souvent avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est combien? C'est 300 millions? Non, je ne sais même plus comment c'est. Faut qu'on multiplie aujourd'hui le nombre de Bitcoin en circulation par sa valeur. 30 000 fois. Mais en gros, moi, ce que je vais regarder, c'est ça. Je me dis, si j'ai des projets qui sont déjà, par exemple, là, le projet fait 0,001 centime, mais quand tu multiplies par son nombre de jetons et que tu arrives, par exemple, déjà peut-être à 200 millions ou 500 millions de dollars de valorisation. Sûr, tu vois que le projet peut être top 3. Voilà, mais tu te doutes que là, du coup, tu auras moins de bénéfices à aller chercher, quoi. Donc, c'est important aussi pour que les gens comprennent bien de ne pas juste regarder la valeur intrinsèque d'un jeton. Il faut regarder vraiment la valeur totale du projet. Et ensuite, ce projet, qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux autres acteurs? Et là, ça vous donne un peu une idée de savoir si ça peut valoir le coup ou pas, quoi. C'est ça. Donc, tu multiplies le prix du token fois la supply. C'est ça. Mais à pas se fier seulement à la supply parce qu'il y a des projets comme Ethereum par exemple qui n'ont pas forcément une supply limitée. Donc il n'y a pas que la supply. Donc moi je dirais il y a la supply, il y a les fondateurs qui sont derrière le projet. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait quelque chose? Est-ce que c'est des gens sérieux ou c'est des gens qui sortent un peu de nulle part? Bref. Donc la supply, il y a le projet, tu peux regarder l'analyse technique aussi pour savoir un petit peu quand te placer, quand acheter, quand vendre, parce que si tu n'as pas de plan, tu vas acheter, mais tu vas l'acheter, tu vas le garder toute ta vie. Peut-être qu'il ne sera plus là, sachant que la plupart des cryptos se renouvellent tous les 10 ans. Enfin, chaque bull run, ce n'est pas les mêmes cryptos qui sont dans les top 10, top 100. Très important.
à l'analyse fondamentale, donc tokenomics, c'est-à-dire toute la supply, etc. L'utilité aussi, il sert à quoi? Ça sert à quoi la crypto? Est-ce que c'est le seul sur son marché? C'est une technologie innovante, etc. Enfin voilà, il y a déjà tous ces points-là. Ça, c'est même un point qui est hyper important parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a une quantité de crypto-monnaies qui est absolument énorme. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est aujourd'hui sur quel secteur cette crypto-monnaie se situe, quelle est sa place et quelle est sa valeur ajoutée. Et en fait, on verra qu'il y a 90% des projets aujourd'hui qui ne servent à rien. Et après, du coup, il faut faire le tri dans les 10% de OK, quel est leur potentiel de croissance? Et ce potentiel de croissance, donc, il va là aussi être fait parce qu'on parlait de la supply, mais il y a aussi la distribution des tokens. Là aussi, c'est encore un autre sujet. Là, on rentre un peu plus dans la technique, mais on aura l'occasion, vous aurez l'occasion avec nous et on aura l'occasion d'en discuter de tout ça. Mais déjà, juste l'utilité du token, je suis sûr que les gars, là, si on s'amusait à prendre le top 50 des projets crypto, on les regarderait et ben on verrait qu'il y a peut-être 30 projets, en tout cas, à notre échelle, qui nous serviraient strictement à rien. Je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'a recréé un déclic l'autre fois quand tu es à la conférence et qu'on a croisé de l'UPI, là, avec Asher et tout. Et il disait, à outil de comparaison, par exemple, quand il y avait le Web 2, tu vois, qui venait de sortir, Internet, etc. Aujourd'hui, il y a combien d'entreprises qui étaient là au début et qui est encore là? Et c'est vrai que quand on y pense, il y a eu un gros tri. Et il n'y en a pratiquement pas, en fait, à part des gros Facebook ou des trucs comme ça. Mais si on prend, les gars, les MSN, bref, il y en a plein, mais aujourd'hui, elles ne sont toutes plus là. Et c'est exactement pareil avec les crypto-monnaies. Tu regardes ceux, il y a 10 ans, qui sont encore là, il y en a plus beaucoup. Donc, c'est vrai que dans sa stratégie d'investissement, il faut tout le temps avoir une majorité de son wallet qui n'est pas exposée sur des altcoins, mais sur des projets avec des fondamentaux solides et qui sont du top 10, quoi, du top 5, du top 10, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement un turnover sur les cryptos et les projets qui restent sur le temps. Donc, c'est super important de ne pas exposer une trop grosse partie de son portefeuille sur des crypto-monnaies qui peuvent ne plus être là. Tu vois, mais les fondamentaux, effectivement, parce que moi, je prends souvent l'exemple d'Ethereum, où on va nous dire Ethereum, les gars, il y a peut-être 40 projets sur le papier, en tout cas, qui sont beaucoup plus performants qu'Ethereum. Ethereum, on le voit, le réseau, il se congestionne très facilement, ça crée tout de suite des énormes frais si tu veux l'utiliser. Donc forcément, tu te dis, il y a peut-être des choses qui sont plus intéressantes à faire. Mais grosso modo, il y a combien de projets aujourd'hui qui se sont dit, je suis un Ethereum killer, et il n'y en a aucun qui est passé devant. Tu prends Solana où on va dire, je peux faire, je dis une bêtise, 200 000 transactions à la seconde, ok, mais combien de fois le réseau Solana il a planté, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est pour ça que ça va être hyper important de regarder tout ça, parce que la narrative Ethereum, elle a été hyper présente et elle le sera encore pendant longtemps, mais tu as plein d'acteurs qui se sont présentés, qui continuent aujourd'hui et qui continueraient demain, de se présenter comme des Ethereum killers. Et là où pour moi, Ethereum aujourd'hui, il a une certaine solidité aussi, c'est qu'il y a tellement de projets qui sont déjà créés dessus. Ça voudrait dire que si demain il y a des nouvelles narratives et que Ethereum, entre guillemets, meurt, les autres, limite, tomberaient avec, quoi. Et c'est vrai que moi, ça, j'ai du mal à y croire, mais c'est effectivement hyper important de peut-être d'essayer de se projeter dans 10 ans et de se dire, OK, dans 10 ans, est-ce que ça et ça peut encore être là potentiellement, tu vois. Warren Buffett, il faisait ça quand il investissait sur des... C'est une parenthèse, hein, mais quand il investissait sur des boîtes, il se disait, OK, si je ferme les yeux, là, que je suis en sommeil, machin, pendant 10 ans, est-ce que, par exemple, Coca-Cola, ça existera toujours? Est-ce que Hollywood Chewing Gum, ça existera toujours? Est-ce que Gillette, Et en fait, quand tu réponds à ces questions, tu dis, ouais, le Coca, dans 10 ans, il va pas évoluer. Ça sera toujours pareil. Il sera peut-être du Coca à la cerise, machin. Non, mais c'est vrai. Le rasoir, le rasoir, ça va pas non plus être un produit qui va évoluer de fou. Les chewing-gums, ça va être soit des pastilles, soit des tablettes. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et il partait comme ça, en fait, Buffett. Ouais, non. Et ça revient à ce qu'on disait même dans l'épisode précédent, c'est qu'il faut arrêter d'aller chercher les projets où on va aller faire x1000, etc. Le truc le plus dur en tant qu'investisseur, c'est de savoir prendre des profits. Ah ouais. Et aujourd'hui, comment tu veux savoir qu'une crypto-monnaie, comment tu peux prédire qu'elle va le faire x1000, x10 000, x ce que tu veux? Aujourd'hui, il faut apprendre à se payer. Tu vois, vaut mieux manger un petit peu moins et aller chercher tranquillement un x2, un x3, prendre des profits de manière partielle, plutôt qu'aller chercher, mettre all-in et ne jamais prendre de profit, attendre un x1000 qui n'arrivera jamais parce que on revend jamais au top. C'est un vrai sujet. Petite anecdote sur un investissement comme ça, pour donner un petit peu des conseils au public qui nous regarde. Aujourd'hui, moi j'avais acheté une crypto à l'époque, justement des tokens BSC. J'avais mis, je crois, 1500 € dedans. Et en l'espace d'une semaine, c'était monté de 1500 € à plus de 20 000 €. Donc sur mon wallet. Et à cette époque-là, c'était beaucoup d'argent pour moi. Bon, c'est toujours beaucoup d'argent, 20 000 €. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? On était donc sur un beau x10. Je me suis dit, là, on a explosé. Ça va partir en x20, x30. FOMO, j'ai remis 1000 € au top. Et la crypto derrière, elle a crash complet. Token BSC, classique. Ouais. Et comme beaucoup, ça s'est basé. Et au final, j'ai même perdu de l'argent là où j'aurais pu gagner 20 000 €. Et donc aujourd'hui, quand on parle de prendre des profits,
c'est vraiment la base sur, on va dire, des TP, take profit, comme on dit, de placer des take profit, TP1, TP2, TP3, et de, avant même d'investir dans le token, se dire, OK, j'ai investi à tel prix, je note ce prix-là, et derrière, je m'oblige à revendre, on peut dire, 50% de mon bag, donc de la totalité que j'ai acheté, à tel prix, 30% à tel prix, et je garde, on va dire, le to the moon bag pour Bien sûr. pour les 20% qui restent. Et il faut établir ces prix-là à l'avance. Et même, Pour être si je sûr. peux rajouter même une chose, en fait, parce que même au-delà d'être rentable, la première chose à faire pour gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre, en fait. Mm. Donc, savoir prendre ses bénéfices, c'est essentiel, mais même la première chose, des fois, c'est de se dire, OK, je suis peut-être parti sur un projet là qui a fait moins 10% ou moins 20, peu importe. Mais des fois, il faut peut-être aussi se dire, en fait, ce projet-là, il faut savoir le lâcher. Et c'est vrai qu'aussi, souvent, les gens, ils vont voir une crypto, ils vont peut-être même des fois y mettre du cœur, des sentiments et tout. Ils vont se positionner et puis ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Et en fait, ils vont être là en mode non, je ferme pas, j'attends, ça va remonter, j'attends, ça va remonter. Sauf que ça se trouve, regardez les gars, les mecs qui ont acheté du Ripple il y a 5 ans, pendant 5 ans, ils ont détenu leur crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils sont juste à l'équilibre, les gars. Bien sûr. Et ça, c'est un exemple, c'est des fois de pouvoir se dire ok, il faut que je fasse de l'arbitrage. Donc des fois, il faut pouvoir accepter peut-être de perdre un peu pour aller rechercher derrière. Mais en tout cas, la règle numéro 1, à mon sens, c'est déjà de réussir à sécuriser. Et c'est ce que tu disais, Evan, de réussir à se payer. Et moi, la première chose, déjà, c'est de sortir à break-event et de me dire, OK, maintenant, le Je reste, suis d'accord c'est avec du toi. bénéf. Mais il y a aussi la phrase, comme on dit souvent, pas vendu, pas perdu. Bien Et- sûr. Et en fait, les deux marchent. C'est ça, en fait, Oui, qui mais- est très dur à savoir. C'est que c'est vrai qu'il y a des projets, aujourd'hui, tu vends, et derrière, le projet est pump sans toi. Et pour moi, ça arrive tout autant que le projet, comme tu dis, où tu peux vendre, aller sur d'autres projets, Bah, Si on et coupe derrière, la poire t'attends. en deux, faut juste pas mettre d'émotion dans ces Exactement. Mais regarde, tu vois, Pierre, si je prends ton exemple, je reprends l'exemple de XRP. Les Ouais. mecs qui ont mis, j'ai une bêtise, allez, 1000 euros il y a 5 ans dessus. Ça s'est cassé la tronche, etc. Ils ont attendu pendant 5 ans. Il y a eu un bull run pendant ce Bien sûr. temps-là. Ah bah, Donc, t'imagines, entre-temps, en fait, si le mec est même actif, si derrière bien sûr. ça revient, etc., pas vendu, pas perdu, Mm. mais moi je considère que là, tu as raté énormément. Oui, pendant le t'as- bull run. t'as un manque à gagner t'as qui est perdu d'opportunités, énormément. c'est sûr. T'as un énorme coup d'opportunité. Donc c'est pour ça que il faut savoir faire aussi cet arbitrage. Moi, à titre personnel, je l'ai beaucoup fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon x10 sur mon wallet, il y a plein de cryptos que j'ai lâché où j'étais à moins 30, moins 40%. Mm. Et derrière, c'est pas grave parce qu'en fait, je faisais un x3, x4. Ouais, tu savais qu'il y avait le bull run qui arrivait derrière. Exactement, que et tu je pouvais récupérais comme ça. Donc il faut avoir aussi cette, comme disait Evan, cette prise de conscience de se dire je mets pas de sentiments et il faut avoir juste de la logique en fait. Ouais, bien sûr, il y a la partie investissement qui est là et qui importe les domaines, mais après, il faut aussi reconnaître que les crypto-monnaies, ça reste très jeune. Il faut oublier que le Bitcoin, ça a quoi? Ça a 13, 14 ans. On parle de l'euro qui est la monnaie en laquelle tout le monde a confiance, tout le monde utilise, ça a quoi? 23 ans l'euro. C'est très jeune en fin de compte, on a tendance à oublier ça. Mais la nouvelle technologie, forcément, c'est très volatile, forcément, c'est plus compliqué. Et comme on le disait dans l'épisode précédent également, il faut apprendre, il faut se former pour pouvoir limiter les risques. Et choisir aussi, il y a des personnes pour qui la crypto-monnaie, peut-être que ça ne conviendra pas. Par exemple, tu sûr. parlais de Warren Buffett. Évidemment, Warren Buffett, il va te dire dans 10 ans qu'est-ce qui sera là encore, mais ce n'est pas du tout le même investisseur. Il ne touche pas du tout aux technologies. Parce que, Chez évidemment, Apple les aujourd'hui. technologies. Il a Alors, mis beaucoup de temps pour rentrer ouais, sur Apple. bien Aujourd'hui, il sûr. est très engagé sur Apple, mais je Mais vois ce que tu veux dire. Voilà, Ouais. on peut parler de technologie, mais voilà. Bien sûr, ça en est une, mais c'est quand même. Très, Maintenant, très mais tu sais, par grosse contre, il disait une chose qui est très vraie, et je pense que vous allez le reconnaître. Il disait toujours je veux comprendre dans quoi j'investis. Et je pense aujourd'hui qu'il y a énormément de gens, et même moi, j'ai dans mon portefeuille, j'ai des cryptos, je vous dis la vérité, je ne sais absolument pas à quoi elles servent, ou je ne les comprends pas. Mais c'est vrai que déjà, de comprendre dans quoi tu investis, déjà là, pour moi, tu te sécurises et Ouais. tu es déjà à un certain niveau. Mais ça demande du travail. Et pour revenir à ce que tu dis, aujourd'hui, on a différents types d'investisseurs, du coup. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir, c'est définir aussi quel type d'investisseur tu es. Parce que pour reprendre ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, moi, aujourd'hui, je suis un bon père de famille. Je veux saisir l'opportunité des cryptos. Et sûrement Des qu'il y en a enfants beaucoup. Pas encore. Et toi Ouais. Beaucoup veulent saisir l'opportunité des cryptos. Moi, j'en croise plein qui me disent ouais, mais Pierre, les cryptos, j'ai vu que ça marche. Moi, je veux saisir, mais j'ai pas le temps. Bah, ce gars-là, tu vois, il va plus être dans le principe d'aller chercher des grosses cryptos, Bitcoin, Ethereum, qui vont pas trop bouger, ou quitte à ce qu'elles baissent, vraiment les conserver. Là où, entre guillemets, le petit jeune qui a beaucoup de temps devant lui et qui est prêt à prendre un peu plus de risques, va pouvoir rentrer dans une stratégie plus d'arbitrage et d'être plus, on va dire, concentré sur le marché et les news qui se passent. Tu vois. Donc c'est aussi le côté, donc définissez qui vous êtes comme investisseur déjà. Est-ce que vous avez du temps accordé aux cryptos ou pas? Et par rapport à ça, définissez votre stratégie d'investissement, parce que c'est ça aussi qui fait que derrière, tu vas pouvoir mieux t'organiser pour acheter tes cryptos et pour sortir en bénéfice, quoi. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut donner des sites? Ça vous dit, on donne un site chacun pour essayer d'analyser un peu les cryptos, se connaître un petit peu mieux, avancer, être bon. CoinMarketCap, je commence. CoinMarketCap, si vous voulez un petit peu analyser un projet, vous avez tout sur CoinMarketCap en général. Vous allez pouvoir retrouver les graphiques, c'est-à-dire voir un petit peu où le prix en est et son historique également.
Vous allez avoir toute la supply, donc on en a parlé de ça, hein, la tokenomie, c'est-à-dire combien il y a de jetons en circulation, etc. Vous allez voir également le livre blanc, c'est-à-dire à quoi sert la crypto-monnaie. Et vous allez voir son market cap, donc où est-ce qu'il en est par rapport aux autres cryptos dans le classement en fait. Et aussi, vous pouvez savoir évidemment qui sont les fondateurs, le site et à tout en fait sur la crypto-monnaie. Donc CoinMarketCap, très connu, très utile pour pouvoir se renseigner sur les crypto-monnaies. Il y a également TradingView, principalement pour l'analyse technique. Donc, voilà. Analyse technique, tu peux détailler un tout petit peu? Analyse technique, ça va être tout simplement les graphiques, quoi, hein, ce qu'on voit, les bougies rouges, noires, rouges, vertes, ce qu'on appelle des chandeliers japonais. Ça va servir plutôt à justement avoir des bons points d'entrée, savoir où prendre ses profits, quels sont les supports, les résistances, où ça peut rebondir, où ça peut justement casser des tendances. Donc voilà, ça va surtout être tous ces outils, toutes ces configurations, quoi. Ok. Non, après, c'est des sites aussi, c'est aussi des sites pour moi d'actualité, par exemple le journal du coin ou ce genre de choses. Mais là aussi, il faut parfois tempérer. C'est de temps en temps sur des sites d'actualité, on va vous parler de projets qui vont être le prochain x10. Et parfois, c'est des projets un peu rémunérés, sponsorisés. Donc là aussi, faire ses recherches. Moi, je vais énormément sur YouTube. Pour suivre la base. Et moi, je voulais parler de l'application numéro 1 actualité, c'est Twitter. Bien sûr. Là, on retrouve tous les plus gros acteurs, c'est Twitter. Et c'est vrai que même moi, je l'utilise pas assez. Mais que ce soit IA et surtout crypto, tu as tout le monde dessus. Et bon, dès que, par exemple, Elon Musk tweet sur le Dogecoin, c'est pas le bon exemple. Mais ce que je veux dire, que Twitter a vraiment une grosse influence sur le marché crypto-monnaie, quoi. Non, c'est vrai. Tu as toutes les news qui sortent en premier là-bas, en tout cas en général. En fait, c'est vrai que moi, c'est mon réflexe numéro 1. Hein. Pour les airdrops, et ça, les airdrops, ça sera encore un autre sujet sur lequel on va échanger plus tard. Mais c'est vrai que moi, Twitter, c'est le premier site sur lequel je vais. Et un petit bonus aussi pour traquer ses cryptos, Delta, ça reste quand même le mieux pour traquer ses performances. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème des gens, c'est aussi le suivi sur leur crypto, parce qu'on a tendance à acheter, à arbitrer. Et en fait, si tu notes pas tout ça et que tu n'enregistres pas tes transactions, à la fin, limite, tu sais même plus. Et moi, ça m'est arrivé sur les 2 premières années. À la fin des 2 ans, je n'étais même pas capable de dire est-ce que j'ai gagné, j'ai perdu, etc. Parce que j'avais pas tout traqué. Donc c'est que maintenant, dès que j'achète quelque chose, hop, je vais sur Delta, je rentre, ça enregistre. C'est super bien fait quand même, cette application. Ouais. Donc Delta pour suivre vos cryptos et suivre vos performances, indispensable. Pour les sécuriser, vous utilisez quoi? Ledger. Ouais, Ledger. Et puis si tu es sur une plateforme centralisée comme Binance ou autre, la triple authentification, SMS, Google Authentificator et le mail. Ça pour éviter de se faire hacker sur les plateformes. Ouais. Et c'est vrai que si on peut parler un petit peu des 2 types, parce que ça c'est vrai que je pense que ça va beaucoup intéresser les personnes qui se demandent toujours c'est quoi la différence entre des centralisés, donc des exchanges centralisés et des exchanges décentralisés. Faut comprendre une chose aussi aujourd'hui, c'est que quand tu vas mettre ton argent sur des plateformes centralisées comme Binance, Bybit, Coinbase, et il y en a tout un paquet, c'est le plus connu, c'est là où en général quand les gens commencent, c'est le plus facile d'acheter. C'est comme, entre guillemets, si ton argent était en banque. Et ça, c'est vrai qu'il faut le dire aussi aux gens, parce que l'avantage numéro 1 de la crypto, c'est comme tu disais au début, c'est que c'est décentralisé. Et tout le monde dit, ouais, moi je veux de la crypto parce que c'est décentralisé, ça m'appartient vraiment. Sauf que quand c'est sur un exchange centralisé, ça ne t'appartient plus. Donc si tu veux vraiment tirer profit de cette décentralisation et que ces tokens et cette crypto soient vraiment à toi, la seule manière de vraiment détenir ça, c'est donc détenir ta clé privée, Ledger, ou tout ce qui est application, c'est encore plus simple, mais on a MetaMask, on a Trust Wallet. Et là, oui, tu te sers vraiment du côté des décentralisations et du côté où cet argent est à moi, personne peut le prendre. Parce que demain, peu importe tes problèmes, on peut te pirater ton exchange ou l'État ou qui veut peut bloquer parce que c'est sous ton identité. Un exemple concret, l'affaire FTX, voilà, ça résume tout simplement ce qui peut arriver avec un exchange. C'est vrai. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'argent sur les exchanges, encore une fois, mais c'est vrai que dès que ça dépasse certains gros montants, en tout cas moi c'est de mon cas, je laisse toujours un peu d'argent sur les exchanges parce que c'est quand même bien pratique, tu as toutes les blockchains, c'est un peu plus simple, tu as moins de frais souvent, mais dès que c'est des gros montants et que tu sais par exemple que tu ne vas pas y toucher, tu accumules du Bitcoin, tu accumules d'Ethereum ou tu as réserve du USDT, ça peut être intéressant de les avoir sur des ledgers ou sur des décentralisés de exchange, quoi. Complètement. Totalement. Moi s'il y a une chose, c'est un sujet qui est passionnant, la crypto, mais ce que je dois dire aux gens avant tout, c'est formez-vous en fait. Formez-vous. Avec Cryptosis. Bien sûr. Bien sûr, non, mais l'idée, c'est vraiment de se former au maximum pour pouvoir franchir le pas et pour pouvoir simplement investir un peu plus sereinement et surtout pouvoir faire face à des situations, on le répète, quand le marché, des fois, en une journée, perd 20%, tu n'as plus d'une personne qui vont se tétaniser, qui vont vouloir tout vendre.
Alors que c'est à l'inverse une opportunité parfois fantastique de pouvoir recharger un peu. Donc, mais voilà, donc se former quoi. Moi, si Comme j'avais un on mot, dit, c'est une phrase moi, que j'ai toujours retenue en crypto et même dans l'investissement en général. Quand tout le monde a peur, c'est là où tu achètes. Et quand tout le monde est euphorique, c'est là où tu vends. Donc C'est là, c'est vrai qu'en 2023, on est quand même dans une période un peu d'hésitation, de doute. Quand tu parles de crypto, moi, chaque fois que je parle de crypto en ce moment, c'est oh, mais le Bitcoin en ce moment, ça va pas très bien, etc. Bah oui, c'est là où il faut commencer à se placer, hein, totalement. Faut avoir une psychologie inversée. Exactement. Bah, tu fais l'inverse de Hamas et tu obtiens l'inverse de Hamas. Moi, je me rappelle, les gars, fin 2022, après le crash FTX, je vous jure, j'avais reçu des messages de potes à moi qui n'y connaissent rien en crypto. Vends tout, franchement, ton truc et tout, ça pue, ça pue. Véridique. Hein. Et quand t'entends ça, tu rachètes. Tu rachètes parce que. Et au final, Quand tu vois, le dernier mec sur Terre, il te dit, il n'y connaît rien, il te dit que c'est. faut Ouais. vendre, ouais. Mais tu vois, parce que même si on prend l'exemple concret là, depuis l'affaire FTX, novembre-décembre 2022, tu prends le BTC, il a fait plus de x2, tu vois. Donc en réalité, voilà. On ça était à montre 15K bien. quand même. Hein. Ouais. Ah, mais ça. Et si à l'inverse, ton boulanger commence à te dire tiens, achète cette crypto, j'en ai entendu parler, elle passe partout, bah, c'est ça. peut-être pas le moment de l'acheter. C'est ça. Totalement, les gars. Bon, en tout cas, merci pour tout ça, les gars. Je pense qu'on a donné de la bonne valeur. J'espère que vous avez apprécié l'épisode 3 sur la crypto. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager encore une fois. Mettez-nous bien parce que là, on est là pour vous mettre de la bonne valeur et ça nous encourage. C'est la meilleure manière de nous remercier. Donc, merci à vous d'avoir écouté, les gars. À bientôt, Ciao, l'équipe. Ciao. Ciao, l'équipe.